qui m'a interpellée dans l'appel du colloque il y a de ça 2 ans, c'est l'image de la mise en abîme que suggérait le titre, là, Le désir en abîme, la distorsion qu'elle implique sur le plan de la perspective. Un même objet plus petit placé dans son double plus grand. En tant qu'image, la mise en abîme induit un mouvement du regard, du grand cadre au petit cadre inséré à l'intérieur, de la structure générale à l'événement particulier qui en reproduit les critères. Alors, ce qui motive mon analyse, c'est d'ailleurs moins l'idée de reproduction que celle de mouvement. L'effet de rétrécissement ou de grossissement qui indique une progression, ou, si on préfère en narratologie, une transformation qui favorise la recherche de l'origine. Recherche de l'origine quand on se demande, déchiffrant l'image, est-ce qu'on a placé le petit carré dans le grand, ou plutôt à l'inverse le grand autour du petit? Lequel génère l'autre? Est-ce que l'image, la forme, nous fait progresser du large cadre au plus petit, ou reculer du petit au grand, ou encore reculer du grand au petit selon l'effet d'optique inversé? Qu'est-ce qui cause quoi? Où est l'origine et dans quel sens allons-nous? Alors, je vais parler de régression, narration régressive. Je me suis intéressée aux formes régressives après la lecture d'un article de Pierre Bayard dans un collectif pour une critique décalée, où il s'accuse d'avoir fait régresser la critique, notamment en ayant inséré le délire paranoïaque dans la théorie. Comme il le dit, les lois de la raison se trouvent sans cesse bafouées dans ses ouvrages puisqu'ils reposent souvent sur des formes archaïques de logique. Bayard retient 3 types de régression que Freud identifie et que Bayard associe à sa propre démarche critique. Régression formelle, temporelle et topique. En psychanalyse, rappelle-t-il, en citant Laplanche et Pontalis, la régression est conçue comme un retour à des formes antérieures du développement de la pensée, des relations d'objets et de la structuration du comportement. Celui qui régresse se réfugie dans un stade précédent de son évolution. Or, ce sont moins les manifestations psychiques de la régression qui m'inspirent que la façon dont Bayard les téléverse dans son travail de critique, la manière dont ses textes se comportent. La notion de régression lui permet de mettre de l'avant des particularités narratives de ses essais, où une vie inconsciente associe les images et les mots de manière plus libre, parfois par des raisonnements absurdes, parfois par des transgressions des lois élémentaires comme celle de la chronologie, plus libre donc que nous y contraint la pensée consciente, organisée. Les lois de la narratologie classique, je vais y revenir tout à l'heure, ont plutôt été pensées dans cet esprit organisé. Causalité, chronologie, logique, linéarité, cohérence sont ces mots d'ordre pour structurer le récit. Je veux pour ma part interroger une certaine forme de causalité régressive, non dans des essais ludiques comme ceux de Bayard, mais plutôt dans des récits troublants, où l'événement de l'enfance apparemment est déterminant pour la narration. Donc, on aura compris que je vais parler depuis, comme j'ai toujours tendance à le faire, les théories narratives et non spécifiquement avec la psychanalyse, comme le colloque nous y invitait peut-être, mais ce matin, il y avait quand même un tournant, un narratif davantage qu'hier, donc je me sens plus confortable que je m'étais imaginé au départ. Donc, depuis une perspective narrative, mais sans non plus me situer complètement en dehors de l'être ou du sujet, même si je m'intéresse à la structure du récit. Parce que je m'interroge sur l'expérience morale que proposent 2 textes chargés, affectivement et judiciairement, sur l'expérience de lecture que proposent ces 2 narrations que j'ai voulu qualifier de régressives. En tout cas, je tente de voir qu'est-ce que ça fait si je les qualifie de régressives, même si cette régression, donc s'il en est, ne s'opère pas tout à fait de la même façon. Plus explicite dans le récit journalistique L'empreinte d'Alex Marzano-Lesnevich, paru dans sa traduction française en 2019, dont le titre original en 2017 est The Fact of a Body, que dans la nouvelle Sang, S-A-N-G, du recueil Étouffement de Joyce Carol Oates, paru en français en 2012, en 2010 en anglais. Le titre original de la nouvelle est Bleed avec 3 E.
L'une après l'autre, je vais vous dessiner, même si je trouve que l'exercice à l'oral est plus compliqué que je l'espérais. Donc, vous dessinez les trames et les constructions narratives de ces deux textes, dont je mentionne en guise d'avertissement qui traitent de sujets très sensibles, de viol et de meurtre de femmes et d'enfants. La question du désir est là, mais représentée plus explicitement par la pulsion et la délinquance sexuelle. Vous les dessinez donc d'une part pour chercher à voir d'autre part comment ces constructions aménagent un espace pour la faute, un espace pour distiller la faute par des formes de dénégation, comme celle opérée, à mon avis, par le mouvement narratif du retour à l'enfant. D'accord, alors la Nouvelle Sang offre une construction récidiviste. C'est un texte de fiction en 3 temps, 3 fois, dans lequel un jeune homme, Jess Agadorn, fils de bonne famille vivant au New Jersey, est soupçonné de gestes d'une ampleur de plus en plus compromettante. D'abord soupçonné à 13 ans par sa mère d'être impliqué dans l'agression d'une enfant de 5 ans. Soupçonné ensuite à 17 ans par son père d'être impliqué dans le viol collectif d'une mineure, jeune fille non blanche, lors d'une fête de terminale. Et intercepté enfin dans la vingtaine en lien avec l'agression et probablement le meurtre d'une enfant d'environ 9 ans. Cette arrestation va signer la conclusion de la nouvelle, véritablement la dernière scène du texte. Des policiers qui entourent la voiture de Jess maculée de sang le pointent avec leur revolver et crient « À terre, fils, à terre ». Alors, il faut lire la narration de ces 3 fois, non comme une narration de faits ou d'événements, mais bel et bien, à mon avis, comme une narration de soupçons. La première fois, les soupçons de la mère à l'égard de son fils. La deuxième fois, ceux du père. La troisième fois, Jess, adulte et hautement autonome, craint le regard judiciaire. Cet autre, ce grand juge méfiant à qui il faudra tendre les preuves de son innocence. Même si la narration nous dit « les faits étaient les suivants », cette fille, il ne la connaissait pas, il n'avait pas vu de sang, c'était un fait. Il faut voir comment l'exposé des faits s'insère dans une rhétorique insidieuse, entièrement motivée par le secret et la faute. La narration à la 3e personne est apparemment non représentée, mais elle agit à des moments importants comme narrateur réflecteur, pour prendre les termes de Wayne C. Booth, c'est-à-dire comme conscience focale du personnage de Jess, comme si elle s'en faisait le miroir poli, lucide, réfléchissant sa complexe expérience morale. Jess remarqua que la bouche de sa mère, habituellement souriante, était déformée, encadrée de rides dures. Voilà à quoi elle ressemblera quand elle sera vieille, quand elle sera plus vieille, se dit-il. Il brûlait de s'enfuir maintenant, d'écarter sa mère pour foncer dans sa chambre du premier, fermer cette fichue porte derrière lui et s'enfouir dans ses pensées les plus secrètes et les plus interdites, des pensées malsaines, des pensées coupables, où ni sa mère ni son père ne pouvaient le suivre. Car il y a dans le monde des endroits pareils à des fissures et des failles secrètes dans lesquelles on peut s'enfouir et se cacher où personne ne peut vous suivre. Bégayant maintenant, répétant qu'il n'avait rien entendu sur la fille, rien au collège, osant maintenant lever des yeux suppliants vers sa mère, et c'est alors que sa mère prononça ces mots stupéfiants que Jess n'oublierait jamais. « J'aimerais pouvoir te croire. » Je disais donc narration de soupçons, soupçons à multiples niveaux, enchâssés, un feuilleté de soupçons. Phénomène narratif en abîme qui répond à une logique semblable à celle du texte feuilleté qu'imagine Michel de Certeau dans l'opération historiographique, c'est-à-dire une construction discursive dédoublée. Lorsqu'un discours en comprend un autre, chez de Certeau, ce serait la citation, l'archive, le document qui serait comprise dans le discours narratif de l'historien. Texte feuilleté dont une moitié continue, s'appuie sur l'autre, disséminée, et se donne ainsi le pouvoir de dire ce que l'autre signifie sans le savoir. Texte feuilleté, feuilleté de soupçons où les soupçons de l'un ont le pouvoir d'éclairer pour la lectrice ou le lecteur les soupçons de l'autre, c'est-à-dire les ondes de non-dit que génère tout écart en termes de savoir et de valeur entre chaque intervenant impliqué dans la chaîne du soupçon. J'entends par là la voix narrative, ensuite le personnage de Jess, ensuite les parents de Jess.
Il y a aussi la lectrice, le lecteur dans cette chaîne. Et la lectrice de la Nouvelle Sang, la lecture, de la Nouvelle Sang elle-même est traversée par la suspicion. Qu'est-ce que la narration ne nous dit pas? Manifestement, la narration est jalonnée de ses propres soupçons à l'égard de Jess, des énoncés brefs, directs ou évasifs adoptant le jugement de Jess posent des semblants de diagnostic. C'était le sexe, le secret du sexe, ce tremblement d'excitation dans la voix de sa mère. Des verbes au conditionnel, des phrases à la négative, compriment le fil de l'histoire. Jess ne savait absolument rien, Jess n'avait pas vu la fille, Jess n'avait pas entendu ses cris, et s'il les avait entendus, il aurait peut-être cru qu'elle riait. Un style qui marque tout à la fois une proximité avec le personnage et une distance semblable à l'ironie, celle que Booth associe à la non-fiabilité narrative, semblant dire « je raconte, mais je n'y crois pas une seconde ». La narration ne contredit pourtant jamais Jess et, le plus souvent, contourne le vrai problème en favorisant l'indétermination. Par exemple, au lieu de dire ce qui est des crimes, elle va évoquer des pensées, traduire des explications soutenues par Jess à propos du troisième crime. Manifestement, la petite fille était en détresse et avait besoin d'aide. Tout cela, il l'expliquerait ensuite et à de nombreuses reprises. Ou encore à propos du deuxième crime. S'il avait été invité par les garçons impliqués dans l'enlèvement, peut-être qu'il serait allé avec eux. C'était une possibilité. Ce n'était pas exactement ce que le père de Jess lui demandait, mais c'était ce qu'il semblait insinuer. Les parents vont confronter tour à tour Jess Hagedorn au sujet des 2 premiers crimes alors qu'il est adolescent. Jess perçoit clairement les soupçons de ses parents et s'en protège en se défendant. La narration reflète les pensées de Jess qui soupçonne ses parents de le soupçonner. Si la narration laisse planer le doute sur la culpabilité de Jess, c'est que, reflétant le processus mental du personnage, elle a pour fonction de rendre lucidement compte de manifestations psychiques qui s'apparentent au déni. Alors, évidemment, le doute persiste, car la vérité est enfouie, intouchable, Jess étant davantage préoccupée par ce de quoi on le soupçonne que par ce qu'il a réellement fait ou pas fait. Cette construction feuilletée dans la Nouvelle Sang implique cependant moins, à mon avis, une causalité qu'une corrélation. Les soupçons disséminés dans d'autres soupçons s'enchâssent de manière formelle, rappelant peut-être là la régression formelle de Freud. Le récit réalisant davantage un rapport affectif ou moral par association, voire par interprétation, entre les différents intervenants impliqués dans la lecture d'un même non-dit. En l'occurrence, ce non-dit, la part de responsabilité de Jess dans les crimes, la faute qui lui incombe. Alors, je vais revenir à ce texte de Joyce Carol Oates tout à l'heure, après l'analyse de l'empreinte. Je veux maintenant donc me tourner vers l'empreinte, un récit de non-fiction, une démarche qui est journalistique, où c'est encore une fois l'enjeu de la responsabilité du crime sexuel, d'où vient la faute, qui motive l'orientation du récit. Or, cette orientation est moins affaire d'association ou d'interprétation que de chronologie inversée. C'est pourquoi je la rapproche cette fois de la régression temporelle. L'empreinte opère une greffe, formant un monstre à 2 têtes. Ce livre, à mon avis majeur, greffe ensemble 2 histoires qui a priori sont indépendantes, a priori ne communiquent pas ou ne s'influencent pas, sinon que l'une des histoires, au moment où elle va surgir dans la vie de Marzano Lesnevich, qui étudie alors en droit, l'appelle à relever par l'écriture l'injustice de l'autre histoire enfouie. Alors, cette trame, le récit personnel d'Alex Marzano Lesnevich, est traversé par la honte. La narratrice-autrice, sous l'impulsion de la colère, essaie de détricoter le secret des abus qu'elle a subis dans l'enfance, dès l'âge de 5 ans, les agressions commises par son grand-père, à son endroit et celui de sa sœur. Ce faisant, elle s'interroge sur sa parole, sur l'autorité du sujet parlant, autorité toujours chancelante lorsqu'il s'agit de l'affect, plus encore du trauma. Pour aborder l'histoire qui vient, je ne dispose que d'une version extrêmement tronquée. L'autre trame du même livre, donc, enquête documentaire sur le viol et l'assassinat du petit Jérémy Guillory
en Louisiane en 1992 est menée dans l'esprit de mettre à plat cette réalité horrifiante. Marzano Lesnevich cherche à démystifier, en retraçant son histoire, ses motivations, sa relation au désir et au crime, la figure du pédophile meurtrier Ricky Langley, dont elle a suivi le procès lors d'un stage décisif dans un cabinet d'avocats. Décisif parce que le stage l'a finalement éloigné du droit pour l'amener à la littérature. L'écriture répond à un besoin de comprendre qui est nommé explicitement. C'est Ricky qui m'a fait entrer dans cette histoire. C'est à lui que je n'ai cessé de penser, lui que j'ai poursuivi pour essayer de comprendre. Méthode d'investigation sur le mode élucidant, où il s'agit moins d'élucider le crime, puisque le coupable a reconnu sa culpabilité, que d'élucider l'homme. La démarche va dans le sens d'un « je veux m'expliquer comment cela est possible, comment on peut être capable de cela, comment on en arrive là. Par quel stade on passe, qui on devient, comment le désir germe, se renouvelle, comment l'attrait pour l'enfant, la tentation s'amplifie. Comment on étouffe ce désir, comment il nous étouffe, comment on le laisse gagner. Sur le plan de l'enquête, cela implique d'établir une recherche par indice précurseur. Sur le plan du récit, quelque chose comme une causalité recherchée à l'échelle d'une vie. Quels événements, quelles circonstances de la vie de Ricky ont pu contribuer à? Comment aurait-on pu empêcher le pire d'arriver? Dès les premières lignes du prologue de l'empreinte, la narratrice expose le principe nommé cause adéquate enseigné en fac de droit, qui sert à appréhender un rapport de causalité dans la production d'un dommage et à attribuer la responsabilité. Pour déterminer cette responsabilité dans le processus judiciaire, la question se posera de savoir quel fait retenir parmi toutes les causes qui ont concouru à la production d'un dommage. Différente de la cause adéquate, la théorie de l'équivalence des conditions retient que tous les faits qui ont concouru à la production d'un dommage doivent être retenus de manière équivalente sans qu'il y ait lieu de les hiérarchiser. On retient donc de multiples causes qui auront entraîné une chaîne de responsabilité, suivant l'idée que tel fait ne se serait pas produit si tel autre n'avait pas eu lieu, et ainsi de suite jusqu'à possiblement très loin. La théorie de la cause adéquate, elle, soutient que chaque fait possède un degré d'implication différent et que seule la cause prépondérante doit être retenue comme fait générateur de responsabilité. Alors, énoncer cette théorie d'emblée, d'entrée de jeu, n'est pas banal. Il ne s'agit pas seulement pour Marzano Lesnevich de pointer la complexe intersection entre judiciaire et littéraire que son livre va exaucer, mais d'annoncer la construction narrative à laquelle la lecture va se plier. Le récit concernant Ricky Langley, lui, va se déplier à rebours plus on avance dans la trame d'enquête et plus on a l'impression de reculer dans le temps. C'est ainsi que la narratrice se lance à la recherche de la cause adéquate, traçant une causalité inversée qui nous ramène si loin dans l'enfance de Ricky qu'on assiste à sa naissance. Notons que le récit commence par la fin, le procès, la condamnation. Il faut comprendre que le passage à l'acte a déjà eu lieu. L'homme a violé l'enfant, l'homme a tué l'enfant. Il est déjà trop tard. Pour que la littérature puisse réparer, nous invite à comprendre l'empreinte. Il faut rebrousser chemin par la forme. Il faut comprendre comment et où, de manière déterminante, l'impossible est devenu possible. Dans la littérature, contrairement à la réalité, le temps est réversible. Des recherches de terrain et des consultations de sources, notamment des comptes rendus de procès, ont occupé Alex Marzano Lesnevich pendant 10 ans avant d'en arriver à cette forme-là, à cet agencement-là. Peut-être qu'il lui fallait d'abord trouver dans le processus l'exacte finalité de ce livre avant que de parvenir à l'écrire. C'est-à-dire l'ambition de ce livre, c'est-à-dire l'intention et donc la fin qui allait en constituer le début. Je ne suis pas convaincue, à l'instar de Marc Escola, de la vision souvent très restrictive de la narratologie classique au sujet de la production des récits, dont la visée était, nous rappelle le théoricien, de constituer une grammaire universelle à partir de laquelle appréhender la totalité des récits existants et tous ceux encore à naître.
Escola, grand défendeur des travaux ludiques et émancipés de Bayard, souligne l'inaptitude partielle de la narratologie classique à traiter de certaines fictions de l'âge classique, et ce serait encore plus flagrant pour les fictions d'aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'elle postule une définition des rapports que le tout du récit entretient avec ses parties, qui ne trouvent que rarement son répondant dans les modes de composition privilégiés par les romancières et les romanciers. Ainsi, la narratologie sous-tend que chaque motif du récit devrait être orienté vers sa fin. La fin doit justifier les moyens. Entendons par fin d'abord pour le narratologue Gérard Genette qui reconduit le principe de causalité régressive des formalistes russes dans Vraisemblance et motivation, reconduction qui sera critiquée par Marc Escola. Donc, entendons par fin le dénouement d'une intrigue. Le principe de causalité régressive, en fait, est une théorie de la création. Il préside à la construction de la chaîne des événements dans la fiction. La chaîne est orientée vers sa fin, reprend François Ronan Dubois, c'est-à-dire vers son dénouement, de telle sorte que c'est l'existence de cette fin, la connaissance au préalable de cette fin par la personne qui écrit, qui informe ou, dans les mots de Genette, motive rétrospectivement le reste de la construction du récit. Tous les éléments de la narration doivent être utiles en vue de cette fin. Le texte se présente comme une structure parfaite où tout le sens est construit dans l'orientation du récit vers la fin. Or, si cette théorie achoppe en pratique la plupart du temps parce que, on le sait, la fin ne justifie pas toujours les sursauts d'un récit, c'est aussi parce que la critique veut trop lire dans les travaux de Genette que la fin est synonyme de dénouement, tandis qu'elle implique, selon moi, bien plus largement la finalité d'un récit, son projet esthétique, qui serait l'ambition de l'œuvre ou encore le désir de l'œuvre. Et il est plus sensé, à mon sens, de dire que le désir justifie les moyens. Chez Marzano-Lesnevich, le principe de causalité régressive est alors particulièrement opératoire parce qu'il est inscrit dans la structure même de l'œuvre. Il ne préside pas seulement à l'écriture, il va organiser littéralement le récit de l'enquête pour comprendre. Sans respecter une stricte linéarité, l'enquête s'exécute néanmoins à rebours. La chaîne de causalité est régressive, partant de la condamnation à perpétuité pour ensuite sillonner le passé de Ricky Langley. Avant de tuer par étouffement Jérémy Guillory, un petit voisin, et d'abandonner son corps dans la penderie de sa chambre d'enfant, Ricky Langley était déjà incarcéré pour abus sexuels. En prison, il avait supplié qu'on ne le libère jamais. Une fois libéré, il s'était inscrit à un programme de réhabilitation des criminels sexuels. Il souffrait clairement d'un conflit intérieur. Il cherchait des moyens de s'en sortir. Il percevait ce qui était mal. Bien plus tôt encore, avant la première incarcération, avant même d'amener des petits garçons dans les bois, alors qu'il se sentait travaillé par des pulsions répréhensibles, il a fait des démarches auprès d'un centre d'aide pour obtenir du soutien. Le centre ne l'a pas pris au sérieux, ne l'a pas reçu. Il a tenté de parler à des gens, des proches, des amis. Cela ne pouvait pas grand-chose pour lui et ne comprenait pas sa réalité. Il n'a pas été entendu. Ses parents savaient qu'adolescent, il était un garçon au penchant particulier. Ont-ils préféré une attitude de déni? On apprend qu'Alcide, le père donc de Ricky, en 1964, a été impliqué dans un énorme accident de voiture qui a obligé les médecins à amputer Bessie, la mère. Le pare-brise éclate et la famille est précipitée dans les airs. Oscar, le seul garçon, le garçon adoré, sa tête est coupée nette. La petite fille, le bébé, meurt. Les autres sœurs survivent. Alcide survit. Les sœurs auront un père. Et Bessie, qui pour l'instant gît inconsciente au fond d'un fossé de béton, tombe dans un coma. Mais elle aussi vivra. Les sœurs auront une mère. Ses hanches sont pulvérisées, son bassin pulvérisé. Au cours des années à venir, elle subira 30 opérations. Elle passera de longs mois à l'hôpital dans un plâtre qui couvre tout son corps, de la poitrine aux jambes.
Impossible de se mouvoir, gavé de médicaments les plus durs. À Noël, les médecins l'autoriseront à quitter pour quelques jours. Alcide l'allongera sur le lit à la maison. Ses filles fêteront avec elle, après quoi elle réintégrera l'hôpital pour plusieurs mois encore. Or, son plâtre lui va de moins en moins, elle grossit, elle est enceinte. Les médecins n'arrivent pas à comprendre, ça ne se peut pas à cause du plâtre. Il la prie d'avorter car son corps drogué à l'extrême ne doit pas enfanter. Elle refuse, elle ne veut pas perdre un enfant de plus. Elle aura cet enfant, il s'appellera Ricky. Un fœtus nourri aux plus puissants médicaments. Est-ce qu'il s'agit de la cause prépondérante? Les circonstances de la naissance même. Ce qui s'était passé, ce qui avait créé Ricky, était-ce de l'amour, du viol, une chose difficile à définir quelque part entre les deux? Et qu'en serait-il du petit Jérémy Guillory si Ricky n'était pas né? Le mouvement de causalité inversée impulsé par la narration engage une régression du désir, nous permettant d'avoir accès à un stade de son développement qui précède le passage à l'acte, jusqu'à rendre possible la réversibilité de la faute. Le procédé donne aussi à interroger une forme de déterminisme de la violence sexuelle. Le mal est-il déjà fait? Est-il déjà trop tard dès la naissance? Si le premier réflexe d'Alex Marzano-Lesnevich avant de se mettre à écrire, tout en étant opposé à la peine de mort, est de vouloir que Ricky meure, l'écriture l'amène dans une avenue tout autre à diluer la responsabilité de l'homme, et ce, à mesure que s'affine sa propre empathie, à mesure que le meurtrier devient, à ses yeux, une personne à part entière. Comme si, à l'intérieur de cette figure meurtrière, de ce cadre, un autre cadre plus petit, moins répugnant, prenait place, qu'il fallait regarder aussi, dont il fallait aussi comprendre les conditions d'existence. Comme si l'image surplombante du monstre en contenait une autre, légèrement moins monstrueuse, puis une autre, presque victime, puis une autre, toujours rétrécissant. Version de soi terrée dans le passé de laquelle, en l'exhumant, la littérature cherche à prendre soin. Cet enfant contenu dans tout homme à qui on ne peut moralement pas encore reprocher la violence qu'il incarnera. En soi, cette démarche d'écriture représente un réel acte de bravoure et même un acte d'une honnêteté admirable pour qui fut victime de violences sexuelles et eût pu refuser à raison de se prêter à toute forme d'empathie à l'égard des bourreaux. Pourtant, Marzano-Lesnevich choisit, via une construction narrative à rebours, d'orchestrer un périple salvateur pour le bourreau, c'est-à-dire un déplacement qui tend à assouplir le jugement moral, à diluer la faute. En écrivant, constate Marzano-Lesnevich, j'ai fini par comprendre que Ricky était à la fois un homme et un meurtrier, comme mon grand-père était à la fois mon grand-père et un pédophile. Et j'ai pu faire coexister ces réalités qui me semblaient inconciliables. Pour terminer, je vais revenir à la nouvelle 100 de Joyce Carol Oates et à ce que je supposais plus tôt, que l'événement de l'enfance était déterminant pour la narration. Je voulais dire par là que la relation de méfiance qui s'installe entre Jess Agathorn et ses parents à une certaine époque continue d'influencer ses agirs et ses pensées à l'âge adulte, comme si elle le pourchassait. Mais je voulais aussi dire que la sexualité de ses parents trouble sa conception morale. Autant s'il est coupable, il s'attaque à des enfants, autant il entretient face à ses parents une fascination vicieuse. L'expression faciale de sa mère, contrariée, dégoûtée, est teintée d'excitation, insinue la narration. Sa voix aussi tremble d'excitation, cette bouche tordue, hideuse. Et ce fut le dernier moment de l'enfance de Jess, comme ce fut pour sa mère le dernier moment d'une phase de sa maternité. À compter de cet instant où il la répugne, sa mère est reconnue simplement pour une femme parmi d'autres femmes de sexe féminin. Et si on suit la logique du jeune homme, femme veut dire objet de perversion. L'expression faciale de sa mère ressurgit plus tard lorsqu'il attaque la fillette de 9 ans, qu'il emporte dans sa voiture, soi-disant en voulant l'aider contre une menace que la narration évite encore de nommer. Petit visage déformé par une expression de terreur, visage qui se fige à la fin de la chasse,
Son petit visage anguleux de poupée s'était détendu, ses yeux ouverts, fixes, avaient perdu leur fureur démoniaque. De même, le père intimide lorsqu'il entre dans la chambre de Jess sans y être invité pour l'interroger. « Tu dis la vérité, Jess, n'est-ce pas? Regarde-moi, fils. » Cette intrusion rappelle à Jess les cris de sa mère quand il était petit, les cris derrière la porte fermée. Fils, Jess n'était le fils de personne. C'est à cette conclusion qu'il en vient pour se protéger des yeux graves de son père, de la désapprobation paternelle. Rien n'est alors plus explicite que la dernière phrase du texte, la réplique des policiers venus l'arrêter dans la clairière, « À terre, fils, à terre ». Dans cette nouvelle, la narration n'effectue pas à proprement parler un retour dans le passé, comme c'est le cas dans l'empreinte, considérant qu'elle avance chronologiquement en 3 bons, 3 fois. Toutefois, elle observe une temporalité paradoxale, propre à la fiction lorsqu'elle cherche à se mouler à la vie psychique du sujet. Le retour à l'enfant est signalé par écho, résonance, association. Jess, qui n'est le fils de personne, redevient l'enfant de ses parents lorsqu'il est fautif. C'est à cette condition que Jess cherche à échapper de fois en fois pendant tout le texte, la déception de ses parents. C'est par elle que le déni se systématise, frappant lourdement la narration. On pourrait presque pointer là, j'ose dire, une dernière régression narrative, relativement cette fois à l'histoire théorique. La théorie du récit a mis en évidence les pouvoirs illimités de la narration omnisciente, notamment celui d'accéder à l'inconscient des personnages, soit de transmettre un savoir qui excède même le seuil de connaissance du sujet sur lui-même. Ici, la voie narrative est étrangement limitée quant à ses pouvoirs. Elle ne dépasse pas ce seuil de connaissance. Elle reste à la surface de la faute, à la limite de la moralité. On pourrait dire presque complice. J'ajouterais que c'est habile dans les 2 textes, ce soin de la construction narrative, puisque l'effet de dilution de la faute n'a pas pour conséquence, en tout cas je ne crois pas, de suspendre le jugement moral de la lectrice ou du lecteur, ou encore de lui dicter un jugement moral ou de le soumettre à un jugement moral. Mais au contraire, c'est comme si on mettait en place par cette construction, ces 2 constructions différentes, les conditions nécessaires pour nous engager la lectrice et le lecteur, donc, à une mise à distance, donc à notre propre examen moral des personnages ou des personnes impliquées dans ces crimes ou dans ces violences-là. Comme si on ne pouvait tout simplement pas s'en remettre totalement à ces narrations-là. Et donc, on constatait qu'on devait, à ce moment-là, faire notre propre chemin. Voilà, merci.